Bonsoir, merci beaucoup d'être toutes et tous venus ce soir ici pour cet événement organisé par Le Courrier avec le soutien de la ville de Genève. C'est des événements donc, de débat qui sont toujours liés à une votation. Aujourd'hui, on a choisi le thème de l'initiative sur le droit de vote des étrangers et des étrangères qui sera votée le 9 juin prochain à Genève. C'est un cycle d'événements dont une partie s'est déroulée aussi à Lausanne, en collaboration avec l'Espace Dickens. Et puis, on aura encore un événement, en tout cas en automne, à Genève. Donc, n'hésitez pas à rester informés pour savoir de quoi il retournera à ce moment-là. Pour les infos pratiques, il y a une caméra qui est présente. Donc, la discussion est enregistrée. Le but, c'est qu'elle soit ensuite mise en ligne, notamment sur le site de l'Espace Dickens et probablement sur nos plateformes ensuite. Donc voilà, si vous voulez revoir une partie de la discussion ou la partager avec quelqu'un dans votre entourage, ce sera possible après l'enregistrement. Voilà pour les informations pratiques. Sinon, sur le déroulement en tant que tel du débat, on vous propose une discussion d'environ 45 minutes, 1 heure, avec les 3 intervenants et intervenantes qui nous ont fait le plaisir de se déplacer aujourd'hui. Je vous les présenterai dans une toute petite minute. Et puis ensuite, on ouvrira aussi la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à réagir, à prendre des notes, à être prêt à dégainer au moment opportun. En tout cas, le but, c'est que cet espace soit un moment d'échange et puis que ce soit intéressant pour vous qui avez fait le déplacement. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ce moment, c'est le principal. On va peut-être enchaîner sur les présentations, comme ça tout le monde saura à qui vous avez affaire ce soir. Donc nous avons deux politiciens et politiciennes et un professeur d'université. Donc Jocelyne Allaire, vous êtes ici en tant que membre d'Ensemble à gauche, vous êtes une ancienne députée de ce groupe. Et puis vous avez donc participé à la campagne au sein du comité unitaire qui réunit autant des associations que des partis qui ont lancé cette initiative. Vous êtes aussi là, enfin je ne sais pas s'il faut le dire, mais pour solidarité, enfin voilà, Ensemble à gauche, solidarité, on dit tout comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Xavier Magnien, vous êtes un élu centriste au Grand Conseil, député au Grand Conseil, mais aussi conseiller administratif dans la commune de Plan-les-Ouates. Vous avez toutes les casquettes. Et vous avez aussi été président de l'Association des communes genevoises. Donc peut-être qu'à ce titre, vous avez aussi une vision plus large de ce que les communes peuvent penser de cette proposition. Et puis, on y reviendra, mais votre parti a subi des évolutions sur cette question. Mais on aura l'occasion d'en reparler, mais vous représentez ici l'opposition à l'initiative. Et puis Matteo Gianni, vous êtes professeur au département de sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève et directeur du nouvellement formé, je crois, Institut d'études de la citoyenneté. Combien? Ah non, il a 10 ans, alors excusez-moi, Google était mal informé. Vous êtes spécialisé Vous êtes spécialisé dans les questions de philosophie politique et vous êtes entre autres intéressé à la question des enjeux liés à la démocratie. Et c'est à ce titre qu'on vous a invité ce soir. Et puis vous avez aussi travaillé avec le Bureau d'intégration des étrangers et étrangères du canton sur un certain nombre de projets liés à l'introduction du vote des étrangers et étrangères qui est déjà valable dans les communes. Voilà, j'espère que désormais tout est clair sur les intervenants et intervenantes de ce soir. Et puis, je me réjouis de commencer cette discussion avec vous. Et n'hésitez pas, hein, je rappelle qu'il y aura des questions à la fin, donc soyez prêts et prêtes. Je me permets de m'asseoir aussi, si ça vous va. Sinon, c'est un peu formel, tout ça. Je propose pour commencer qu'on vous laisse quand même la parole, Jocelyne Allaire, puisque vous représentez cette large coalition qui a porté cette initiative, qui l'a lancée. Alors peut-être déjà pour nous expliquer de quoi il retourne, une vie ici, une voix ici. Elle s'adresse à qui cette initiative et pour combler quelles lacunes? Ça va mieux comme ça? Oui. Oui. Donc, cette initiative a été déposée face au constat que finalement, dans une société qui se réclame de la démocratie, d'une démocratie semi-directe, on a factuellement à Genève 40% de la population qui se trouve exclue de cette démocratie simplement parce qu'il s'agit de personnes résidentes étrangères qui ne jouissent pas du droit de vote ou pour celles qui ont plus de 8 ans
de résidence en Suisse, simplement du droit de vote sur le plan communal. Or, on sait très bien que les occurrences de sollicitation des électeurs au niveau communal sont extrêmement rares. Elles sont aussi, je dirais, parfois relativement abstraites, et que toutes les questions qui concernent étroitement la population, que ce soit la question des conditions de travail, la question de la fiscalité, la question des crèches, enfin vous avez vu dans les argumentaires que nous avons développés, toutes ces questions qui font partie du quotidien de la population, eh bien sur ces questions-là, 40% de la population ne peut pas s'exprimer, alors que cette population est intégrée, qu'elle est engagée dans diverses activités sociales, culturelles, économiques, syndicales, politiques, mais que, au-delà de ces engagements qui font notre société, ces personnes sont privées du droit de se prononcer sur les questions qui les concernent directement. Xavier Magnien, peut-être en réaction assez vite, comme ça on aura une petite idée des deux positions. Peut-être expliquez-nous aussi, parce que finalement le Centre avait, dans un premier temps, quand il était encore question d'un projet de loi qui avait été déposé au Grand Conseil en 2019, avait soutenu, voire même avait été signataire du texte qui, dans les grandes lignes, ressemble à celui qui est proposé aujourd'hui en initiative, mais qui avait échoué à l'époque à une voix près au Grand Conseil. Et puis aujourd'hui, enfin actuellement, l'Assemblée générale du Centre a décidé de finalement pas soutenir ce texte. Alors peut-être, voilà, expliquez-nous ce retournement. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous convient pas dans la forme actuelle de l'initiative, et qu'est-ce qui motive finalement cette opposition? Alors ce n'est pas véritablement un retournement, puisque ça a suscité un très large débat, un très long débat effectivement sur cette thématique, avec au sein de notre parti des tenants qui tiennent pour que ce projet de loi passe, et d'autres qui y sont opposés. En fait, si on reprend le titre de votre débat, qui n'est pas juste en fait en fonction de ce qui est proposé dans le projet de loi, parce que votre titre de débat, c'est pour ou contre un droit de vote des étrangers, mais en fait le projet de loi demande les droits politiques totaux et complets, c'est-à-dire vote et éligibilité. Or, si pour le droit de vote, effectivement, il y a des discussions et une potentielle majorité au sein de notre parti pour discuter du droit de vote au niveau cantonal, le droit d'éligibilité, lui, après discussion, après les différents arguments, pose effectivement un certain nombre pas de problèmes, mais d'interrogations par rapport au projet de loi, qui va beaucoup plus loin que la thématique que vous avez mis en titre dans votre débat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement, et ça a été dit par Jocelyne Allaire, c'est qu'on a une démocratie qui est exemplaire. Et cette démocratie exemplaire, elle n'est pas due à rien du tout. C'est un travail que de maintenir une démocratie, de permettre à la population de voter, de pouvoir avoir suffisamment de temps pour être dans la culture, pour être intégré. Et on pense qu'effectivement, les 8 ans d'établissement ici ne sont peut-être pas suffisants, ou rien ne démontrerait effectivement qu'on s'est intégré en ayant la possibilité de voter. On pense que c'est plutôt l'inverse, de démontrer que l'intégration est faite, de démontrer que les personnes passent par un processus qui permette effectivement, comme il est demandé pour la nationalité et la demande de nationalité, permet effectivement d'agréer au niveau fédéral, au niveau cantonal, mais aussi au niveau communal. Et ça, effectivement, je pourrais vous en parler, parce que comme conseiller administratif ou maire, nous recevons les personnes qui demandent la naturalisation. C'est très instructif de voir les raisons pour lesquelles ils demandent la naturalisation. Pourquoi ils veulent rester là? Après combien de temps? C'est 10 ans pour demander la naturalisation. Sachant, contrairement à ce que disent les tenants et les personnes qui veulent oui, que ça s'est facilité en 2018. C'est restreint pour le type de permis qu'ils peuvent demander la nationalité, mais au moment où on a le permis, demander la nationalité est beaucoup plus facile. Et je peux vous dire la différence entre 2015, 2018 et 2018 maintenant. On a beaucoup plus de demandes de naturalisation actuellement, et j'ai beaucoup plus de personnes candidates que l'on peut recevoir avec mes collègues du conseil administratif. Donc ce droit de vote et ce droit d'éligibilité, lent ou majoritairement, je pense que notre parti peut être favorable au droit de vote au niveau cantonal. Par contre, le droit d'éligibilité, on demande effectivement un certain nombre de critères, puisque dans certains cas, on pourrait tout à fait imaginer, avec ces droits politiques qui passent, qu'une personne étrangère vivant à l'étranger pourrait devenir conseiller aux États au niveau fédéral. Et là, dans ce point-là, c'est très, je dirais, rébarbatif pour accepter la totalité de ce projet de loi.
Peut-être pour un petit peu de contexte, parce que finalement, Genève s'inscrit dans une dynamique globale de réflexion sur ces enjeux de droit de vote pour des citoyens et citoyennes qui n'ont pas forcément la nationalité. Qu'est-ce que les exemples ailleurs, dans d'autres cantons, hein, comme par exemple le Jura ou Neuchâtel, qui ont sauté le pas en partie, puisque ça concerne effectivement que la question du droit de vote et pas la question de l'éligibilité. Mais qu'est-ce que ces exemples éclairent aussi un petit peu du contexte et de l'avancée que cela peut ou pas représenter ? Oui, alors c'est peut-être un préambule, j'aimerais quand même préciser pour des questions de transparence. Là, je représente le point de vue entre guillemets universitaire. Ce que je vais dire se base sur les recherches que j'ai pu lire ou faire, mais en même temps, je soutiens l'initiative. Donc, je veux que ça soit dit d'un point de vue philosophique. Donc, juste pour des questions de transparence, il me paraissait important de le dire. Alors, au niveau suisse, la situation est la suivante. Si l'initiative passait, ça remettrait Genève dans le peloton de tête au niveau des droits pour les résidents étrangers en Suisse. Je rappelle juste que la problématique du droit de vote des étrangers en Suisse est essentiellement romande. N'est-ce pas? Il y a 2 cantons, 3 cantons non romans, Bâle-Ville, Appenzell intérieur et les Grisons, qui, dans leur constitution, prévoient la possibilité à ce que les municipalités demandent la possibilité de faire voter les résidents étrangers. Il y a 600 communes aujourd'hui en Suisse qui permettent le droit de vote des étrangers, certains l'éligibilité aussi, et 575 sont en Suisse romande. Donc c'est vraiment, on a affaire là avec une spécificité romande en Suisse. Dans le canton de Jura et le canton de Neuchâtel, le droit de vote est déjà accordé au niveau cantonal, mais il n'y a pas l'éligibilité. Il y a par contre dans le canton de Vaud, Neuchâtel, Jura, il y en a encore un, Vaud, Fribourg, la possibilité du droit de vote et d'éligibilité au niveau communal. Donc, l'initiative de Genève se situe dans un contexte où il y a des choses qui bougent pas mal. Il y a beaucoup de résistance tout de même sur ces enjeux. Peut-être un élément qui me paraît important, parce que je l'entends assez souvent, oui, mais au fond, pourquoi Genève ferait quelque chose qu'on ne fait pas dans le monde? Alors, j'aimerais juste signaler qu'il y a à peu près une cinquantaine, 50-55 pays, en fonction de comment on compte dans le monde, qui prévoient des droits de vote et d'éligibilité des ressortissants étrangers au niveau local. Le mot local peut vouloir dire des choses différentes dans des pays différents. En anglais, la catégorie est sous-nationale. Alors, c'est clair que là, on a la complexité suisse, n'est-ce pas, où il y a les 3 niveaux de pouvoir. Et donc, dans ce cas d'espèce, local, c'est un peu moins local que le communal, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça, c'est une distinction peut-être à garder à l'esprit. On a un pays, la Nouvelle-Zélande, qui donne le droit de vote au niveau national depuis 1984. L'Uruguay, qui le permet aussi, avec une année de résidence tant que la personne a un permis d'immigré permanent. Donc, il y a différentes configurations. Ces droits changent, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils sont garantis une fois ils restent dans la durée. Ces droits font l'objet de révisions, parfois d'élargissement, parfois de restrictions. Mais en tout cas, en Suisse, l'initiative genevoise, ce serait effectivement probablement la plus complète en ce qui concerne l'octroi des droits politiques aux étrangers. Oui. Peut-être rebondir sur cette question d'éligibilité, Jocelyne Allaire, parce que c'est finalement autour de ce nœud-là peut-être que se cristallise le plus de discussions. Le droit de vote, bon voilà, on a beaucoup d'exemples. Genève a déjà franchi le pas au niveau communal. Mais cette question de l'éligibilité, c'est un palier supplémentaire. Pourquoi, pour vous, elle faisait sens? Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu risqué de mettre tout dans le même panier au risque finalement que le vote au niveau cantonal ne passe pas? Alors, 2 choses. Il nous semblait indispensable de présenter une initiative qui demande les droits complets. On prend souvent l'exemple en disant, mais si à l'époque de l'introduction des droits de vote pour les femmes, on avait dit droit de vote mais pas d'éligibilité, il y aurait eu quelque chose de bancal qui est incompréhensible et qui le serait tout autant aujourd'hui, même si c'est très pratiqué,
pour les résidents étrangers. J'aimerais aussi revenir sur un aspect. Effectivement, un certain nombre d'opposants à l'initiative, j'allais dire, prennent prétexte de la question de l'éligibilité pour s'opposer à cette initiative. Mais soyons clairs, le débat a eu lieu au Grand Conseil. Qu'est-ce qui empêchait les partis qui aujourd'hui s'inscrivent en faux contre cette initiative de proposer un contre-projet qui aurait demandé le droit de vote sans l'éligibilité et le corps électoral aurait choisi? Et ça aurait, excusez-moi, au moins fait la démonstration de la bonne foi de ceux qui disaient droit de vote, oui, éligibilité, non. Or, on s'est trouvé face à une attitude qui refusait le contre-projet et qui finalement disait c'est tout à prendre ou tout à laisser. Et ça, je pense que c'est problématique. J'aimerais revenir aussi sur un argument qui revient régulièrement dans la discussion, notamment des arguments des opposants, c'est la question de la naturalisation facilitée. Ils n'ont qu'à demander la naturalisation. Or, on sait que depuis 2018, la loi a été modifiée, les exigences ont été augmentées, alors la durée, le temps d'attente pour présenter une demande a été peut-être diminué, mais les critères ont été durcis, notamment par rapport aux exigences en matière de connaissance de la langue. Il n'y a plus qu'une exigence orale, il y a aussi une exigence à l'écrit. Il y a la question du permis C. Or, on sait que les différentes nationalités sont inégales face à l'obtention d'un permis C. Et donc, là, il y a une forme aussi, je dirais, de mauvaise foi. Je suis désolée d'être agressive, mais il y a de ça. C'est pas grave. Il ne faudrait pas que vous la perdiez parce qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Il y a également un autre élément par rapport à cette question de la facilitation. On nous dit les gens n'ont qu'à demander. Or, le problème, c'est qu'il apparaît de plus en plus qu'il est difficile pour les personnes de demander la naturalisation et de l'obtenir. Et je reviendrai après sur la démarche de demande de naturalisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est apparue, une étude commanditée par la Commission fédérale des migrations qui fait le bilan des 3 premières années d'application de la loi sur la nationalité et donc de ces modifications des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité. Et qu'est-ce qu'il apparaît ? Eh bien, qu'il y a une forme de discrimination qui ressort sur la manière dont les personnes ont accès à la naturalisation, où il apparaît que les personnes qui présentent de hauts parcours de formation sont plus nombreuses à être naturalisées, et en revanche, les personnes qui ont un faible taux de formation ont diminué drastiquement. Et donc, il semble qu'il y ait quand même une discrimination de classe qui apparaît aussi parce que les gens, selon je dirais le contexte socio-économique dont elles relèvent, elles n'accèdent pas de la même manière, elles ne peuvent pas affronter des obstacles administratifs ou un certain nombre d'exigences de la même manière. Si on pense que l'exigence de ne pas avoir été aidé, alors qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a de très bas salaires, des conditions de vie précaires, eh bien, a peut-être dû à un moment donné demander une aide sociale et serait quand même préjudiciable que ça se retourne contre elle. Il y a quelque chose d'injuste dans cette manière-là. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire l'étude en détail, mais il y a ça. Et il y a un autre élément sur lequel j'aimerais vraiment insister. C'est que pour les initiants, la question de la nationalité et la question de la citoyenneté doivent être décorrélées. Pour nous, l'intégration, elle n'apparaît pas au bout d'un processus de naturalisation. La citoyenneté, elle apparaît bien auparavant. C'est par l'intégration au collectif social, la manière dont les gens s'investissent dans la société, dans laquelle ils contribuent de diverses manières, que se fait la citoyenneté. Et pour nous, le droit de vote doit sanctionner la citoyenneté, et la nationalité est quelque chose qui relève d'un tout autre processus. Et nous pensons que les deux choses doivent être déliées. Peut-être, je propose que Matteo Gianni, vous réagissiez. Je vous laisserai répondre sur la question notamment du contre-projet. Mais puisqu'on parle de cette décorrélation entre citoyenneté et puis nationalité, est-ce que peut-être vous pourriez revenir, parce que c'est aussi un sujet que vous avez, sur lequel vous vous êtes penché finalement. Est-ce que la naturalisation ne résout pas ces questions d'accès aux droits politiques ? Non. En fait, non, mais tout dépend de comment on cadre le problème, quelque part.
La raison, effectivement, pour laquelle je suis en faveur de l'initiative, c'est que c'est une initiative qui est intrinsèquement démocratique. Intrinsèquement démocratique au sens où elle postule des droits, plus spécifiquement les droits politiques, comme étant des droits attachés à la personne, quelque part, et pas attachés à un statut. Alors, au niveau de la théorie démocratique, cette relation-là est assez évidente, n'est-ce pas? Depuis des siècles, la Révolution américaine, elle est née sur la base du slogan « on ne peut pas taxer si on ne peut pas voter », par exemple. Ça remonte à 1774. Donc, c'est cette idée selon laquelle, quand une autorité prend des décisions et donc affecte nos intérêts, ou alors quand nous sommes sujets à la coercition et l'autorité d'une institution, par le biais de la loi, que les personnes aient leur mot à dire dans la loi elle-même, est quelque chose qui, franchement, en théorie de la démocratie, est presque considéré une évidence, n'est-ce pas? Là, je vous parle de la théorie. C'est clair qu'ensuite, il y a la manière politique de transposer ceci, et effectivement, au niveau de la compréhension politique qu'on a de ce phénomène, la tendance est toujours celle de perpétuer le modèle de l'État-nation, quelque part, n'est-ce pas? Le modèle selon lequel, à une nation, correspond à un État, et cet État, il ne peut fonctionner que si érigé sur une nation homogène. C'est là qu'intervient la question de la naturalisation, n'est-ce pas? Parce que la naturalisation participe à ce modèle. Réfléchissons au mot naturalisation en tant que tel. Naturalisation veut dire changer de nature, étymologiquement, comme s'il fallait se déposséder de je ne sais pas quel attribut intérieur afin d'être éligible au statut de citoyen. Eh bien, c'est un héritage de ce modèle westphalien que nous avions d'État-nation. Or, aujourd'hui, il y a des tendances démographiques, il y a des tendances sociologiques, les parcours migratoires ont changé. On assiste à la remise en question de parcours migratoires fixes. Beaucoup de gens arrivent en Suisse sans nécessairement se projeter dans l'idée qu'ils seront là dans 50 ans. Et donc la question de l'adéquation entre le tissu démographique, les profils, les tendances sociologiques et le modèle de droit politique, de légitimité démocratique, d'inclusion démocratique, se pose. Et je pense que ce découplage dont vous parliez est effectivement ce qui il y a d'original démocratiquement dans cette question. En général, on a deux stratégies théoriques et politiques pour régler ce problème. Donc, pour éviter la question de la nationalisation. L'une, ce serait de dire on peut attribuer des droits politiques indépendants du statut de citoyenneté. On a des pays où les étrangers ont des droits politiques, mais ils ne sont pas considérés des droits de citoyenneté. Ce sont considérés des droits de la personne, de participation politique. On a eu des modèles où on pouvait être citoyen sans droit politique. C'était la situation des femmes en Suisse jusqu'à 1971 au niveau fédéral. Les femmes, avant 1971, étaient des citoyennes, mais elles n'avaient pas les droits politiques complets. N'est-ce pas? Donc, il y a ou bien de faciliter à l'accès à la citoyenneté, et là, il y a effectivement la question qui se pose au niveau de la durée, des conditions, etc. Dans certains pays, on ne parle pas de naturalisation, on parle d'acquisition de la citoyenneté, qui est un terme un peu plus neutre. Au Canada, vous savez que vous restez là, vous respectez la loi, 5 ans, vous avez à peu près votre nationalité qui tombe sans contrainte particulière. Donc la logique de la naturalisation est quand même une logique particulière. Peut-être juste avant de terminer, je suis assez d'accord sur le fait, statistiquement, que le changement de la loi en 2018 ne peut pas être qualifié quand même d'une simplification. En tout cas, il y a des données qui montrent qu'il y a eu des diminutions au niveau du taux de naturalisation. Et
ce qui a changé de manière drastique, c'est la question de l'intégration. Aujourd'hui, déjà, pour avoir un permis C en Suisse, il faut faire preuve d'intégration. Donc, intégration, c'est ce que vous avez résumé, la langue, mais aussi respecter les valeurs de la Constitution. Il y a tout un tas de critères. Et donc, la naturalisation implique le contrôle de l'intégration sur une population qui est déjà passée par une évaluation de l'intégration, parce que sans celle-ci, on ne peut pas avoir le permis C. Donc, la naturalisation, elle s'est durcie d'un point de vue symbolique. Et en tout cas, au niveau des enquêtes, il y a une doctorante, Aurélie Pont, qui a fait une magnifique thèse en démographie là-dessus. Effectivement, au niveau des répondants, un panel très large d'immigrés en Suisse, il ressort assez très clairement que la perception de difficulté du processus explique 20%, par exemple, des raisons qui font que les individus ne commencent même pas le processus parce qu'ils savent qu'ils vont se planter. Donc, ce n'est pas tellement le facteur économique qui existait à ce moment quand c'était indexé sur le revenu, mais c'est vraiment cette impression que ça soit trop compliqué, en fait. Donc, dire aux gens, vous avez que vous naturaliser pour participer politiquement, j'avoue que ce serait un peu facile dans la mesure où on sait pertinemment que de ces gens-là, beaucoup ne le feront pas. Xavier Magnien, peut-être, je vous laisse réagir. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été évoqués là, mais en tout cas, vous aviez visiblement une autre perception de ces processus de naturalisation, puisque vous en voyez passer un certain nombre dans le cadre de la mairie. Et puis peut-être, je vous profite aussi que vous rebondissiez sur cette idée de contre-projet. Finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de dire, OK, la question des élections, ça pose problème, on ne veut pas rentrer dans ce champ-là. En revanche, on porterait un texte qui ne demanderait que le droit de vote. Mais je vous laisse répondre peut-être aussi de manière générale sur ce qui s'est dit. Alors, sur la naturalisation d'abord, effectivement, moi, en tout cas, je le constate, le nombre de candidats à la naturalisation a explosé, véritablement. Mais effectivement, le critère, c'est permis C pour demander la naturalisation. Et à ce moment-là, effectivement, il y a déjà des critères d'intégration et quelqu'un qui fait la demande avec le permis C, au niveau communal, n'est jamais refusé. Donc, ça se passe beaucoup plus facilement au moment où on l'a reçu. Mais effectivement, par rapport à avant, on ne recevait pas au niveau communal forcément des dossiers qui étaient déposés par d'autres permis, parce que c'était beaucoup plus libre, effectivement, et ils n'arrivent pas jusqu'au niveau communal parce qu'ils étaient arrêtés avant, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal. Et c'est là où je dis que c'est plus facile, parce que ceux qui font la demande maintenant l'ont quasiment à coup sûr. Donc, on n'a plus besoin de faire énormément de choses sur ce qu'on nous demande au niveau communal, qui est savoir l'intégration de proximité, en fait. Donc, pour ma part, on reçoit plus de dossiers. Ils sont beaucoup plus facilement évaluables, on va dire. Et sur les discussions, moi je demande, c'est les parcours de vie que je demande. On ne demande pas comme certains quelle est la taille du cervin, la profondeur du lac ou la fondue. C'est vraiment le parcours de vie pour comprendre l'histoire des personnes. Et puis après, on parle un petit peu de comment ils se trouvent pour ma commune à Plan-les-Ouates et comment ça se passe. Puis après, on parle de comment ça se passe. Donc, on n'a jamais refusé du moment qu'en 2018, le changement de loi a eu lieu et on a eu plus de dossiers. Maintenant, je reviens sur ces droits parce que vous avez cité la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et on a parlé de notre démocratie particulièrement efficace, particulièrement directe, qui est un exemple mondial. Et je ne sais pas, pour la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay, combien de fois ils votent au niveau national, combien de fois ils votent au niveau régional ou cantonal. Et ça, comme on est réputé pour avoir la démocratie la plus directe, je ne sais pas effectivement combien de fois une personne qui a le droit de vote l'utilise ou peut l'utiliser réellement dans ce pays-là. Mais peut-être vous pourrez nous... Voilà, donc vous pouvez peut-être nous renseigner. Nous avons le droit d'initiative, nous pouvons faire des recours, nous pouvons voter au niveau communal sur tous les sujets du moment qu'il y a des signatures. La demande aussi, c'est de baisser le nombre de signatures pour pouvoir passer au vote populaire. Donc tout cela interroge effectivement. Si on facilite le droit de recours ou l'initiative et qu'on permet à tout le monde de pouvoir voter, finalement, on va devoir
augmenter le nombre de votes, c'est 4 fois par année, augmenter le nombre de sujets. Et par rapport au nombre de sujets, il faut effectivement la démocratie. On voit le taux de vote, en tout cas à Genève, qui a de la peine à être à 45%, en tout cas qui dépasse quasiment plus jamais les 50%, et se demander effectivement si, comme c'est dit par les initiants, ça permet de renforcer la démocratie. On le constate, ça ne renforce pas la démocratie, puisque sur les électeurs étrangers, au niveau communal, eh ben, sur les élections et les votations, c'était en 2015, Pierre Maudet avait fait une campagne pour solliciter le vote. Eh ben, on avait à peine dépassé les 27% d'étrangers qui votent. Et Thierry Apotello a fait la même chose en 2020. D'ailleurs, le lancement du projet 15, c'était le 15 mars, les élections en 2020, c'était à Plan-les-Ouates. On avait accueilli pour ce lancement-là. On a eu à 23% de vote, mais effectivement, le Covid est arrivé quasiment le jour des élections, donc c'était un peu plus compliqué. Donc le renforcement de la démocratie, j'attends une définition. Est-ce que c'est d'améliorer le taux de participation au vote, ce qui n'est pas le cas, à part pour quelques populations, et ça c'est les études du professeur Scarini qui démontrent effectivement quelle population étrangère vient plus voter et d'autres moins voter. C'est de démontrer effectivement qu'il n'y a pas plus de votants, voire moins, ça baisse le taux de fréquentation. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Parce qu'on se base beaucoup sur les chiffres et sur les pourcentages, donc ça va d'autant inquiéter. Il faut aussi s'occuper du vote des jeunes, de 18 à 25 ans, qui est très faible, suisse ou étranger d'ailleurs, au niveau communal. Et là, c'est véritablement un travail encore plus pertinent à faire pour ces personnes-là qui doivent s'intéresser à la chose politique et ne pas mettre en danger notre démocratie en disant effectivement il n'y a plus que 20% étrangers ou suisses qui votent, ou 25%, et on n'aura rien gagné au final. Donc il est très important de pouvoir, au niveau communal, continuer à convaincre de la possibilité de voter, du bien fondé de voter, et d'amener aussi les Suisses, les jeunes, à voter. Maintenant, ma question est aussi, on a effectivement 40% de population étrangère ou non suisse sur le canton, et c'est de se dire, mais pourquoi ces personnes-là n'ont pas demandé dans le temps, parce que certains sont là depuis 30 ans, 40 ans, n'ont pas demandé la nationalité. Effectivement, et là je suis d'accord, il y avait un coût pour la nationalité qui était des fois assez lourd, ça a changé, mais il y a toujours un coût. Vous demandez la nationalité dans d'autres pays, c'est gratuit. En France notamment, vous payez absolument rien. Et puis, toute la paperasse ou le temps que ça prend, effectivement, peut décourager. Et là, la demande sur la nationalité, cette fois-ci pour faciliter la nationalité, effectivement, là, au niveau fédéral, on doit pouvoir peut-être agir pour que ce soit plus court, moins cher, et puis que rien que ces choses-là puissent permettre la nationalité. Mais moi, j'ai une autre interprétation, parce qu'évidemment, comme vous tous et toutes, on a énormément de personnes que l'on connaît qui sont étrangères, et puis quand je leur demande pourquoi tu t'es pas fait suisse, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, tout va très bien. Je peux travailler, j'ai un toit, j'ai accès absolument à tout. Je n'ai pas besoin de la nationalité, ça ne me sert à rien. J'y réfléchis, je me suis posé la question entre le gain d'être suisse ou ma situation. Pourtant, c'est des gens que je connais qui ont 60, 65 ans aussi. Je suis un peu plus jeune, mais j'en connais aussi. Quand cet âge-là, ça fait 40 ans. Ils sont même des fois nés ici. Ils ont 50 ans sur Suisse. Ils ont connu les saisonniers, ils ont connu tout ça. Puis non, ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin d'être suisse. Donc, on peut déduire de cela que la situation leur convient. Et quand je reçois des personnes à nationalité, c'est absolument pas majoritairement pour avoir les droits politiques. Majoritairement, c'est qu'ils se sentent bien, ils ont été bien accueillis, on leur a offert un toit, on leur a permis de se construire ici, et ils veulent être reconnaissants envers la Suisse et surtout ne plus retourner d'où ils viennent, mais leur vie est ici. Et si en plus on peut avoir les droits politiques et participer, eh ben, on en est fiers, c'est une bonne chose. Mais c'est d'abord parce qu'on était bien accueillis et qu'on a fait notre vie ici, parce que nos enfants sont ici et qu'on ne quittera plus. Je reviendrai avec vous sur la question du contre-projet parce que vous l'avez évité, mais on va quand même, peut-être enchaîner, peut-être justement sur cette question finalement de proportion d'étrangers et étrangères qui aujourd'hui profitent
si je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas font valoir leur droit de vote au niveau communal. Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées depuis 2005, qui est la date d'introduction de ce nouveau droit. Et puis on se rend compte effectivement hein, que la participation n'est pas très élevée, elle est autour des 20%, sauf erreur. Les Suisses sont quand même au double, c'est pas forcément beaucoup plus glorieux, mais on est à peu près sur ce ratio-là. Finalement, aujourd'hui, on demande d'étendre un droit que la plupart ne semblent finalement pas utiliser dans la proportion qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que du coup, ça a une utilité? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Par rapport à ce que disait monsieur Magnet en disant « mais pourquoi, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi plus de démocratie ?» Le titre de cette initiative, c'est « Une vie ici, une voix ici, renforçons la démocratie ». Je l'ai dit d'entrée de jeu. Faisons le constat qu'il y a 40% de la population qui ne peut pas se prononcer sur les questions qui la concernent étroitement. Eh bien, ça nous amène, nous, à vouloir une démocratie beaucoup plus représentative. Et donc, un système qui permette aux gens qui participent à la vie de la communauté afin qu'elles puissent voter. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, j'aimerais réagir à ce que disait M. Magnin sur le fait qu'ils ne le veulent pas. S'ils ne le demandent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. On vient d'avoir un bout de discussion où précisément on a fait l'inventaire des obstacles qui se posaient pour demander la nationalité, pour oser la demander et voir une fois qu'on l'a demandé pour l'obtenir. Donc dire que les gens ne la veulent pas et c'est pour ça que finalement il y a moins. Alors, ou qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, ce qui est une manière de ne pas la vouloir. Or, moi, ce que je constate, et Dieu sait si je suis souvent dans la rue pour récolter des signatures ou pour distribuer du matériel d'information politique, eh bien, je peux vous assurer que systématiquement, les gens me disent « Je suis là, madame, depuis 40 ans, 50 ans, j'ai travaillé ici, me suis engagée, mais je peux toujours rien dire. J'aimerais bien pouvoir me prononcer sur ces questions. » Et quand même dire que le droit de vote communal était une étape importante, c'était un premier signal et il ne faut pas le dénigrer aujourd'hui. Mais quand même, les occurrences de vote sur les questions communales sont relativement rares et elles sont moins en prise directe avec ce que vivent les gens. Et je pense que ça, on doit le prendre en considération dans ce qui fait ou ce qui ne fait pas la participation au vote. Vous l'avez vous-même évoqué, même les électeurs suisses participent peu, malheureusement. Mais pourquoi ? Monsieur Magnet disait tout à l'heure, on a une démocratie exemplaire. Alors c'est un beau modèle, certes, mais quand même sacrément déficitaire. D'une part parce qu'une partie de la population en est exclue, 40%, mais aussi parce que, et on le voit bien aujourd'hui dans le contexte politique que nous avons à Genève, qu'est-ce qui se passe ? Un certain nombre de décisions du Grand Conseil sont défaites. Elles défont ce qui avait été voté par leurs prédécesseurs. Les gens ont aussi une perte de confiance dans le système parce que combien de fois ils disent « mais on a déjà voté là-dessus » et on nous renvoie à nouveau sur ces questions parce que ça n'a pas été mis en application, parce qu'on n'a pas respecté la volonté populaire. Il y a aussi, je dirais, une crise de confiance dans le système politique qui agit certainement dans la participation aux votations, aux élections. Et ça, je pense qu'on doit le prendre au sérieux, parce que c'est aussi la responsabilité des politiques. Combien de fois avons-nous dit que l'initiative 125 sur le personnel dans les EMS n'avait pas été respectée, n'avait jamais été mise en application? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des associations, des partis sont régulièrement dans la rue aujourd'hui pour faire référendum contre simplement la destruction de ce qui avait été construit par les politiques précédentes dans ce Grand Conseil. Donc il y a une vraie crise là, et je pense que ça influe aussi sur la participation. Et je pense que ça, on doit l'entendre. Maintenant, sur la question de le veulent-ils pas, en ont-ils besoin, pas besoin, je pense que, outre la question des entraves qui sont mises à l'accès à la naturalisation, la question du coût, il y a aussi un élément identitaire d'attachement à sa propre culture, à son propre pays. Et pourquoi les gens devraient renoncer à cela? Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois un citoyen et conserver son identité et son attachement culturel? Je pense que c'est des choses que, en tout cas dans ma conception, qui sont tout à fait conciliables.
précisément en vertu de ce découplement entre le droit de vote et la citoyenneté et la naturalisation. Je pense qu'on doit vraiment avancer la réflexion dans ce sens et on verra qu'on n'a rien à y perdre. Parce que finalement, j'ai relu les débats au Grand Conseil, excusez-moi, c'est affligeant. On nous assène que les gens n'ont qu'à se naturaliser et que finalement, les groupes qui ont lancé cette initiative ne chercheraient que finalement à augmenter le nombre de leurs électeurs, à se faire finalement une démarche démagogique. Mais c'est complètement, excusez-moi, stupide. Avec le droit de vote au niveau communal, est-ce que vous avez assisté à un cataclysme, à un bouleversement des équilibres politiques ? Pas du tout. Donc finalement, l'obtention du droit de vote profiterait sans doute de la même manière aux partis de gauche qu'aux partis de droite. Ce serait trop beau, parce qu'à ce moment-là, on aurait mis, croyez-moi, beaucoup plus d'énergie et depuis beaucoup plus longtemps si on avait pensé que ça devrait favoriser que la gauche. Et ce n'est pas pour rien, excusez-moi, qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas à gauche, qui soutiennent cette initiative. Vous avez dit tout à l'heure que le centre était partagé. Oui, le centre était partagé. Le rapport de majorité sur le fameux projet de loi 12 441 était un rapport de majorité rédigé par une élue PDC à l'époque, du centre maintenant. Il y a des membres du centre qui sont initiants de cette initiative. Il y a des membres du centre qui sont avec nous dans ce comité d'initiative. Et le parti Liberté et Justice sociale s'est récemment prononcé pour un soutien à cette initiative. Donc, il n'y a pas que la gauche qui est partisane de l'octroi des droits de vote, des droits politiques complets aux résidents étrangers. Je vous laisse réagir sur ces propos-là et puis peut-être aussi revenir, la question a été un petit peu formulée par votre préopinante sur finalement c'est quoi la crainte ? Et si on donnait le droit de vote et d'éligibilité à tout le monde, qu'est-ce qu'on craint ? Je rejoins totalement ma préopinante sur le fait que parfois les débats au Grand Conseil sont affligeants. Ça, je peux que le constater de visu aussi. Il y a des choses qui sont parfois très étonnantes. Par contre, je ne rejoins pas du tout sur la première intervention qui dit on a des graves dysfonctionnements, on a des graves manquements dans notre démocratie. Mais ça, c'est difficilement acceptable comme postulat. Je vous laisse aller en Russie, en Corée du Nord, en Chine, en France, en Angleterre, pour vous rendre compte que vous allez peu ou pas voter du tout. Donc dire que notre démocratie a des graves manquements, alors qu'elle est réputée pour être la plus directe et la plus accessible et qu'on vote sur n'importe quel sujet du moment qu'on a les signatures, quel pays laisse sa population voter sur les avions de chasse ? Quel pays demande à sa population sur son armée ? Quel pays ? Et quasiment dans la même votation, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent se naturaliser, combien c'est extraordinaire, quasiment en même temps, on vote pour savoir si les vaches doivent avoir des cornes ou pas. C'est absolument fabuleux. Enfin, c'est la démocratie suisse. On vote sur des choses que d'autres États, d'autres populations ne laisseraient jamais voter, sur les défenses nationales, et de l'autre côté, sur des choses qui sont peut-être moins graves, combien même les animaux et les vaches doivent être considérés avec la même chose. Ouais. Donc, c'est absolument incroyable. Et je ne peux pas dire qu'on a des graves manquements parce qu'actuellement, les étrangers qui sont en Suisse ne peuvent pas voter. Mais ça, je les rappelle encore, je suis tout à fait prêt à discuter pour le droit de vote au niveau cantonal. Ce n'est pas le sujet, en tout cas pour le centre que je représente. Et vous martelez sur le droit de vote, sur le droit de vote, sur le droit de vote. L'initiative ou projet de loi qui nous est proposé, c'est le droit d'éligibilité, les droits politiques à tous les niveaux. Et effectivement, c'est ce droit d'éligibilité qui pose beaucoup plus de questions sur ce... Et pourquoi pas de contre-projet alors ? Je vais revenir. Le contre-projet. Vous avez dit aussi que ça ne changeait pas le vote.
effectivement, pour l'instant, ça ne change pas le vote parce que peut-être que la population étrangère sur les communes n'a pas encore l'habitude ou ne connaît pas exactement la méthode de faire. Et c'est la raison pour laquelle en 2015 et en 2020, il y a eu des actions pour solliciter le vote. C'est qu'un vote à 23% de la population étrangère, eh ben, elle ne change pas finalement le vote. Après, il faut pouvoir faire monter effectivement ce taux de vote, des Suisses comme des personnes étrangères, pour peut-être constater qu'il y a un changement. Pour l'instant, j'en ai aucune preuve, je ne sais pas, parce qu'à l'université, les professeurs ont regardé cela et voir s'il y a un vote différent. Puisqu'on sait le nombre de votants par population étrangère, on sait que, par exemple, j'ai relu ça dans les documents, que les Belges votent plus, mais en Belgique, c'est obligatoire le vote. En Belgique, ils ont une amende s'ils ne votent pas. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez proposer ça à vos 8 ans étrangers qui... Je ne pense pas. Hein. Et puis, ensuite, à ma grande surprise, la population portugaise vote très très peu. Et c'est des disparités qui sont pour ma part, à l'heure actuelle, inexplicables. Maintenant, pourquoi pas de contre-projet ? Sur les débats au Grand Conseil, effectivement, je crois que la majorité a décidé de laisser les initiants avec leurs problèmes, on va dire, ou leur initiative. Ce n'est pas un problème, c'est une proposition. Et puis de laisser la population voter. Ce n'était pas au Grand Conseil, c'est en tout cas la position que je défends, ce n'était pas au Grand Conseil de faire une autre proposition. Si cette proposition est battue lors des votations à venir, très probablement que les mêmes milieux reviendront en l'adoucissant peut-être, en disant au moins le droit de vote. Et là, je pense très honnêtement qu'il y a une majorité qui peut se faire pour autoriser ou permettre le droit de vote des étrangers au niveau cantonal. J'en ai aucune garantie, mais je pense que ce sera beaucoup plus facile. Le droit d'éligibilité, je le dis notamment, j'en ai parlé au niveau fédéral, de la problématique des droits populaires entiers, vu la façon de vote au niveau fédéral. Donc, l'hypothèse qu'un étranger retourné qui habite à l'étranger soit élu du Conseil des États est possible. Oui, il est possible, puisqu'on donne les droits populaires total et complets. Et puis, au niveau d'un conseil administratif ou au Conseil d'État ou du Grand Conseil ou dans le législatif, effectivement, je pense que donner de la nationalité sans autre demande que d'être là pour 8 ans me semble très personnellement très, très, très léger. Je pense qu'il faut effectivement un processus qui démontre l'intégration. Or, l'intégration, c'est le travail, c'est l'école, c'est les sociétés, c'est l'associatif, les choses sur lesquelles la Suisse, de nouveau, est très très fort, et de démontrer effectivement que cette intégration ou cette envie de défendre la Suisse ou sa commune doit avoir une démonstration d'intégration avant d'avoir le droit d'éligibilité en l'occurrence. Je suis désolée, je vais revenir, mais c'est un peu une occasion manquée quand même, parce que vous dites le Grand Conseil, c'est pas son rôle de rédiger une alternative, mais c'est quand même un peu le concept d'un contre-projet, c'est de dire, il y a une partie qu'on juge acceptable, intéressante dans cette proposition, mais pas telle qu'elle est formulée. Faisons voter justement le peuple sur 2 propositions. Là, oui, on pourra revenir, parce qu'on peut toujours revenir avec un nouveau texte, mais c'est quand même un petit peu du temps perdu sur le processus démocratique pour le coup. Écoutez, une majorité du Grand Conseil a dit non. Je ne suis pas dans les autres partis par rapport à cette majorité. Une majorité de droite beaucoup plus, beaucoup plus extrémiste, qui a remporté, on va dire, le marché sur le fait qu'il n'y ait pas de contre-projet. Mais de la part d'initiants, de dire, le Grand Conseil Yaka ou le Conseil d'État Yaka, là aussi, c'est laisser à d'autres la possibilité de faire une proposition par soi-même. Diadi, peut-être vous vouliez réagir sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. Oui, je vais essayer d'être... Bref, non, c'est juste... en fait, M. Magnet, c'est un peu la question de la bouteille mi-vide et la bouteille mi-pleine, non ? Parce que vous avez parfaitement raison, et c'est démontré statistiquement, il y a effectivement au niveau des options de naturalisation des choix instrumentaux, à savoir un choix qui relève de « j'en ai besoin, j'en ai pas besoin ».
Typiquement, pour certaines personnes, c'est avoir le passeport suisse, c'est une manière de voyager plus facilement, avoir plus de chances de rentrer chez eux en espérant pouvoir en sortir. Bref, il y a toute une palette de choses. Mais si ceci est vrai, quel est l'intérêt d'avoir ces personnes dans le corpus de citoyens qu'on estime être tellement intégrés qu'ils voteront bien? Pourquoi donner la possibilité de voter à des personnes qui n'ont pas fait le choix de devenir suisses pour des raisons d'affiliation avec l'identité nationale, mais juste pour des questions instrumentales? Donc, le corollaire de la personne qui dit « j'en ai pas besoin », ça peut être aussi la personne qui dit « j'en ai besoin », mais alors à ce moment-là, pour quelle raison cette voix-là, elle serait plus éligible à un scrutin populaire que la voix de quelqu'un qui ne commence pas une procédure de naturalisation, mais qui est informé sur les thèmes, qui sait pourquoi il va voter, qui n'a intérêt à défendre. Et ceci, en fait, va de pair avec la question du droit de vote des étrangers au niveau local. Alors, les chiffres sont effectivement très bas. On a ici Rosita Fibi qui avait fait le premier rapport avec Didier Rudin en 2015. Il y a aussi des choses qu'on peut expliquer. Premièrement, il n'y a pas un vote étranger. Il y a des votes de ressortissants de groupes d'étrangers. Vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas? Effectivement, les ressortissants portugais votent 3 fois moins que les ressortissants belges ou canadiens, etc. Mais il y a aussi des raisons tout bêtement sociologiques. Âge, revenu, formation. Ce sont les 3 facteurs qui explique effectivement l'intérêt pour la politique, qui l'explique par ailleurs aussi au niveau de la participation des citoyens suisses. Hein, c'est les mêmes facteurs qui interviennent. Et donc, c'est clair que, quelque part, pour le dire de manière un peu simple, il n'est pas étonnant que face à une forme d'immigration qui est voulu pour faire et servir dans des emplois que les Suisses ne veulent pas faire et qui demandent un faible niveau d'éducation, et que ces personnes viennent et qui contribuent à l'essor économique du canton, il n'est pas étonnant après, au vu des lois statistiques, que effectivement ces personnes-là se mobiliseront un peu moins. Il y a des questions d'information sur lesquelles il y a des leviers d'action, etc. Mais plus généralement, et donc, si effectivement on a une faible participation statistique, si effectivement on n'a pas de vote communautaire des étrangers, alors à ce moment-là, l'hypothèse selon laquelle, en donnant ce droit, on élise un étranger au Conseil d'État paraît pour le moins improbable. Parce que les deux choses, elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Ou bien les gens ne se mobilisent pas et s'abstiennent, ou alors ils vont faire bloc pour élire un représentant de leur communauté. Or, tu me corrigeras Rosita, mais on n'a aucune indication sociologique qui permettrait de le dire. Le vote local des étrangers n'a pas bouleversé Genève, mais n'a pas bouleversé le Jura, ni Neuchâtel, que je sache, ni au niveau communal, ni cantonal. Donc là, effectivement, ça se compense. On a, en fonction des provenances, oui, les gens du Sud ont plutôt tendance à être à gauche, les gens du Nord et de l'Est ont plutôt tendance à être à droite, et puis à peu près, ça s'ajuste dans les choses. Pourquoi donc donner ce droit? Moi, je pense que c'est vraiment, je sais que dans les temps qui courent, c'est peut-être pas la chose qui fait mouche, mais je pense que c'est une question de justice. Je crois que c'est une question de légitimité démocratique à que des personnes aient un droit, même si éventuellement ne l'utilisent pas. Je ne militerai pas pour la suppression des droits fondamentaux parce que dans certains pays, ces derniers ne sont pas respectés, par exemple, n'est-ce pas? Donc, il y a une question de justice qui va de pair avec une question de reconnaissance, qui va de pair avec une question d'égal statut, qui va de pair avec des facteurs de reconnaissance symbolique qui peuvent par la suite booster des meilleures trajectoires d'intégration. Il y a un collègue suédois qui a établi que le fait qu'il y ait des droits de vote pour non-citoyens en Suède augmente la propension des personnes à se naturaliser.
Donc, en fait, le fait de donner des possibilités de participation, le fait à ce que les personnes se considèrent reconnues, acceptées et évaluées socialement, va probablement augmenter la naturalisation paradoxalement, n'est-ce pas? Donc, je pense que ces facteurs indirects, au-delà du principe de dire tout le monde devrait avoir le droit de vote, sont aussi importants. Dernier point, si vous me permettez, c'est par rapport à la question de l'exceptionnalisme suisse. Effectivement, c'est un grand débat, n'est-ce pas, que moi j'ai parfois avec des collègues à l'international. Eux, de l'extérieur, ils voient la Suisse comme un système très démocratique, mais en même temps très bizarre, de par le fait qu'effectivement 25% des résidents sont exclus des droits politiques. C'est quand même un des taux les plus élevés du monde. Ça, il faut quand même le dire. La procédure de naturalisation en Suisse, selon toutes les enquêtes internationales, est une des plus restrictives du monde après le Japon, Singapour. Donc, objectivement, on ne peut pas dire que celui-ci ne soit pas une volonté, un choix politique, ne serait-ce que pour la raison que toutes les initiatives visant à assouplir la naturalisation ont été rejetées, n'est-ce pas, sauf une en 2017, mais qui concerne 800 personnes. À la fin, c'est les ressortissants troisième génération, etc. Or, de l'autre côté, effectivement, la Suisse, c'est certainement un des pays les plus démocratiques au monde. La chose qu'on constate, et je pense que cette initiative va dans ce sens, avec le BIE, on ne s'occupe pas seulement de... c'est là que... On était venu à Plan-les-Ouates pour l'information aux résidents étrangers, etc. Mais on s'occupe aussi de mise en place de processus délibératifs, à savoir Vernier 2 fois, Tonnet bientôt, on a fait Lancy. On a des processus délibératifs, c'est en gros 50 personnes qui se réunissent pour délibérer autour d'objets, etc. Ce sont en fait des publics sans affiliation nationale, qu'ils soient citoyens suisses ou pas suisses, tant qu'ils sont résidents, ils peuvent participer. Et il y a un certain engouement pour ce genre de choses. Alors pourquoi je dis ça? Ce n'est pas de l'autopromotion, mais c'est pour dire, c'est quand même étonnant que dans le pays parfait, exceptionnel, les pouvoirs publics eux-mêmes et les citoyens eux-mêmes ont de plus en plus tendance à demander des outils de participation politique qui ne sont pas encore formalisés. Si tout allait bien, si les gens se sentaient représentés, si les institutions étaient perçues comme étant parfaitement légitimes, équitables, etc., pourquoi il y aurait un besoin de payer 1,5 million de francs pour créer des forums délibératifs qui réunissent 50 personnes? Et ceci traverse toute l'Europe. Cette initiative, elle s'inscrit dans une vague participative. N'est-ce pas? Les Gilets jaunes en France, ils demandaient quoi? Ils demandaient de la participation. Et donc, quelque part, cette initiative est une manière d'aligner quelque part cet élément. Il s'agit d'une participation politique formelle, donc droit de vote, etc., mais qui va de pair ensuite avec des considérations éventuellement de créer une meilleure légitimation de l'action publique qui est de plus... Et ça, c'est pas qu'en Suisse, hein, un peu partout. Et la chose étonnante, c'est que selon les enquêtes qui ont été menées, la population étrangère montre des meilleurs niveaux de confiance à l'égard des institutions, par exemple, que la population suisse. La population étrangère peut se montrer plus restrictive en matière de critères de naturalisation que la population suisse. Donc, ce que je veux dire par ces exemples, c'est que le terrain est compliqué parce qu'il y a différents positionnements, il y a différentes explications, différentes prises de position par rapport à ces thèmes. La question de donner le droit de vote à tout le monde et d'éligibilité à tout le monde, ce serait juste une manière d'établir une condition de justice dans laquelle, par la suite, la politique fera son travail. Le Grand Conseil existera, les étrangers qui voudraient devenir conseillers aux États, ils doivent encore être élus. Et je veux dire, ils ne vont pas s'auto-instituer comme ça. Et donc, à ce moment-là, ce sera la confrontation politique partisane telle qu'on la connaît traditionnellement, disons, et propre à la Suisse.
Brièvement alors. Non, c'est juste, je ne veux pas vous couper la chic, c'est juste qu'on est déjà à 1 heure de discussion, puis que le but c'est aussi que vous puissiez poser vos questions. Mais je vous laisse répondre, mais comme ça on a aussi un petit moment pour les questions et échanges avec la salle. Je veux mon droit de parole. Absolument. Non. Oui. C'est par rapport aux communautés, au communautarisme, effectivement, c'est un grand débat, un grand questionnement pour les partis que j'estime à droite, voire à l'extrême de notre droite. C'est pas une peur du communautarisme, mais effectivement, certains des partis politiques quand même se battent contre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de soucis de communautarisme. Généralement, si je reprends quelques populations, italiens, espagnols, portugais sont là depuis des décennies. La première vague de Kosovars albanais est arrivée dans les années 60. Les gens sont venus pour travailler ou fuir la guerre. Ils remercient généralement la Suisse. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec ce communautarisme. Une autre crainte, c'est ces 40%, ces fameux 40%. Oui, au niveau de 40% qui n'ont pas le droit de vote et d'éligibilité actuellement, il y a un droit de vote ou d'éligibilité. Oui, ça peut, si tout le monde vote, effectivement, c'est 40%, c'est énorme. Genève est particulier par rapport à ça, par rapport à d'autres cantons, il faut le souligner, c'est particulier. Je ne sais pas le taux exactement de population étrangère à Neuchâtel ou dans les autres, ou Jura. Je ne sais pas, mais c'est probablement plus bas parce que Genève est réputée pour son internationalisme, et c'est extraordinaire effectivement d'avoir toute cette population-là et fait le bonheur de Genève. Et puis si je regarde Neuchâtel, pour reprendre les chiffres, c'était de 2003-2020, c'est l'étude que j'ai lue, c'était 42% de la population suisse qui vote et 18% de la population étrangère, donc encore moins en proportion que ce qu'il y a sur Genève par rapport à la population qui peut voter. Donc, et là, c'est sur 17 ans de pratique. Et moi, je trouve inquiétant, effectivement, il y a un travail à faire pour qu'ils puissent utiliser ce droit de vote mais réellement ne pas faire baisser le taux de participation et que la démocratie, finalement, alors qu'on veut renforcer la démocratie, on a une crainte de ne pas la renforcer, statistiquement en tout cas, par rapport à ces points-là. Et je vous rappelle, quand je fais la naturalisation, le premier objectif n'est pas le droit de vote, c'est de pouvoir effectivement, on est bien ici, nos enfants sont là, et puis pouvoir voter. Je reviens sur la position du centre. Le droit de vote, je pense qu'elle est tout à fait possible au niveau cantonal. Le droit d'éligibilité, je pense qu'il y a un certain nombre de processus dans les exécutifs à faire ou à démontrer effectivement pour bien faire vivre une démocratie telle que la Suisse, qui donne énormément de droits, de s'assurer effectivement que ces personnes, dans l'intégration, dans l'avancée qu'ils ont par rapport à nos pays, à notre canton, puissent aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, c'est la naturalisation, des demandes de naturalisation. Et je pense que c'est un processus qui est demandé par la Confédération, par le canton, pour permettre l'éligibilité. Moi, ça me semble cohérent pour effectivement avoir cette preuve-là, on va dire, de l'intégration. C'est l'aboutissement, pour ma part, de l'intégration et de le permettre. C'est aussi peut-être à regarder en respect par rapport à ces dizaines de milliers de personnes qui ont fait un processus de naturalisation ces 60 dernières années, où effectivement c'est difficile et ça coûtait. Et je pense, et c'est souvent comme ça, les personnes qui ont été naturalisées sont plus dures que les Suisses par rapport aux prochaines personnes naturalisées, parce que c'est nous, on a vécu ci ou ça, il n'y a pas de raison que les autres, ce soit plus facile. Ce qui est un postulat que moi je refuse, il y a un moment il faut que les choses changent, on a entendu ça à l'armée, il n'y a pas de raison que ce soit plus simple. Pourquoi ? Parce que moi j'en ai bavé, c'est quelque chose qui ne tient pas, mais souvent les personnes étrangères qui ont acquis leurs droits citoyens et civiques sont plus dures que les Suisses par rapport à ça, et je pense que les initiants ont peut-être un travail à faire de ce côté-là, parce que là aussi dans les discussions, on sent des réticences beaucoup plus marquées de cette population naturalisée. On ouvre à la salle, laissons quand même la place à la démocratie et à la voix citoyenne, sinon ce débat n'aura pas beaucoup de sens. Mais j'espère que vous avez des questions, parce que du coup j'interromps tout le monde, alors sinon je vais me faire huer si personne ne veut parler en fait. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui avait une question, une remarque, une interrogation ?
Oui, bonjour. Je crois qu'il faut que je me présente d'abord parce que tout le monde ne me connaît pas. Je suis membre d'une association qui est membre du comité unitaire en faveur de cette initiative. Elle s'appelle DPGE et le titre déjà vous indique que c'est les droits politiques pour les résidents à Genève. Donc ma position est claire. Ce que je voulais dire, c'était remettre d'une certaine manière un peu l'église au milieu du village. Comme vous avez vu, on a parlé dans ce débat essentiellement d'éligibilité et de naturalisation. Si je prends les deux pas, enfin là où les gens se sont confrontés, c'est sur ce sujet. Moi, je voudrais rappeler d'abord que l'affaire de l'éligibilité, eh bien, elle peut être considérée comme étant corrélative au droit de vote. Et c'est le cas pour l'association que je représente, parce que l'éligibilité, ce n'est rien d'autre que le droit de défendre son opinion dans les instances qui sont prévues à cet effet. Donc, donner un droit de voter, c'est-à-dire de dire un avis qui ne soit pas associé pour la personne qui donne cet avis au droit de le défendre dans les instances prévues à cet effet, c'est une injustice qui fait partie de ce que le professeur Gianni a dit au niveau de la justice. Donc pour moi, il y a une inadmissibilité démocratique à dissocier vote et éligibilité. Bien, alors je constate que du côté suisse-allemand, où il n'y a jamais ou très peu de droit de vote, elle n'est jamais dissociée de l'éligibilité. Je constate aussi que Mme Haller l'a mentionné, pour le point de vue des femmes, ça paraîtrait absolument incongru d'avoir eu l'idée de dissocier le droit de vote de l'éligibilité. Alors, bon, donc ça règle pour moi le problème moral de cette dissociation. Maintenant, il y a un autre problème où il faut remettre l'église au niveau du village, c'est que cette initiative prévoit un droit de vote et d'éligibilité sur le plan cantonal. Elle ne va pas loin. Elle s'arrête au niveau du canton. Or, vous avez discuté, et la naturalisation, c'est quelque chose qui ne concerne pas directement le canton. Quand on veut se naturaliser, si on veut changer la loi sur la nationalité, ça implique une révision de la Constitution fédérale avec l'approbation justifiée des deux chambres. Donc DPGE veut absolument évacuer le débat sur la naturalisation de la discussion sur cette initiative. Cette initiative n'a rien à voir avec le processus de naturalisation. Merci. Je crois que je vais répondre. Je vous remercie pour vos propos. En préambule, je trouve étonnant que vous souteniez la dissociation entre naturalisation ou nationalité et vote, et puis que vous ne soutenez pas du tout la dissociation entre éligibilité et... donc voilà, d'un côté vous les dissociez, d'un côté vous ne voulez pas dissocier. Voilà, c'est votre position. Oui, bah, certains veulent qu'on puisse voter ou être éligible du moment qu'on a la nationalité suisse. Vous proposez de dissocier cela, c'était dire on a les droits citoyens même si on n'a pas la nationalité. Puis de l'autre côté, vous ne voulez pas dissocier l'éligibilité et droit de vote. Donc c'est deux positions antagonistes pour les sujets qui est le même sujet. Par rapport à la naturalisation, vous avez raison, il ne faut pas associer naturalisation, processus de naturalisation, qui est un processus fédéral, mais qui demande effectivement aux cantons ce qu'ils en pensent, et les cantons demandent aux communes ce qu'ils en pensent. Donc chacun a son mot à dire par rapport à cette naturalisation, mais ça ne vient pas à la commune quand c'est déjà refusé au-dessus. Quand ça vient, c'est que ça a déjà été accepté par tout le monde. Et puis nous, généralement, c'est en préavis plus qu'une décision. Bon, je reviens sur le droit de vote, où je vous dis le droit de vote par rapport à Genève, c'est quelque chose qui est, pour ma part en tout cas, largement envisageable. Mais le droit d'éligibilité, dans un système suisse avec effectivement cette démocratie directe, avec le besoin sur les autorités, même s'il y a 45 communes, il y a 137 magistrats pour un tout petit territoire,
Ça, c'est au niveau communal, 7 magistrats au niveau cantonal. Je pense effectivement qu'on doit aller un peu plus loin sur les demandes pour les personnes qui veulent représenter leur commune, leur canton, sur la nationalité de ces personnes. C'est aussi, et je le conçois ainsi, c'est la preuve ou la démonstration d'une intégration totale, complète et réussie que de demander la naturalisation et de l'obtenir. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut réduire largement le temps pour pouvoir demander cette naturalisation. Et en termes de coûts, il y a quand même encore des coûts, hein, même si c'est plus corrélé aux revenus. Il y a encore des coûts, c'est encore assez cher pour avoir aussi écrit des lettres de soutien pour des naturalisations et suivre la façon dont c'est passé. Oui, tout n'est pas simple en Suisse, où, notamment les cantons suisses allemands, il y a une valeur extrêmement forte sur le fait d'avoir un passeport suisse. Et ça, je peux vous le faire, l'évolution, je peux vous faire l'évolution du passeport suisse. Quand j'étais plus jeune et que je voyageais, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal, on sortait le passeport suisse. Et puis tout allait bien, c'était très facile, c'était comme avoir un passeport de la Croix-Rouge, hein. C'était vraiment incroyable pour ça. Ah, vous n'êtes pas français, ah, vous n'êtes pas machin, ah, vous n'êtes pas truc de fou. Maintenant, c'est tout à fait commun et normal. Ah, vous êtes au milieu de l'Europe. Bon, et il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la représentation du passeport suisse, en bien ou en mal, peu importe, par rapport à cela. Sur la naturalisation, effectivement, ces côtés-là, ou sur le temps pour la naturalisation et le prix, qu'il faut travailler. Je pense que sur la langue, je pense que c'est une base de posséder une des langues, ou d'être suffisamment armé sur les langues maternelles, ne serait-ce que de pouvoir lire, si on prend le cas d'aujourd'hui, pouvoir lire les documents pour les votations et élections. C'est pas simple. C'est pas simple pour moi aussi, c'est pas simple pour les Suisses. Et ne pas maîtriser une des langues nationales, c'est vrai que c'est une complexité par rapport à nos systèmes démocratiques. Moi, je vous dis honnêtement, mais pas par rapport aux étrangers, par rapport aux jeunes, je suis relativement inquiet à 20 ans pour notre démocratie, parce que les jeunes qui sont biberonnés aux réseaux sociaux, aux fake news, et de chercher la véritable information, ça devient compliqué. Moi, j'ai des enfants qui ont 18 ans et 22 ans. Pour leur dire, voilà l'information officielle, qui n'est pas toujours, ou l'information qui n'est pas officielle, c'est une complexité de plus en plus dure, parce qu'ils lisent moins les journaux, ils regardent moins le 19-30, ils regardent plus les réseaux sociaux, et c'est une complexité. Je sors du débat étranger-suisse, mais c'est une inquiétude de voter sur l'affect plus que pour le bien commun. J'aimerais revenir sur 2-3 éléments. Sur la question de la confiance dans le système démocratique, je ne changerai pas de système démocratique, mais je pense qu'il est déficitaire à bien des égards. J'ai cité tout à l'heure la question de l'initiative sur les EMS. Vous avez évoqué les avions de chasse. On a voté combien de fois sur les avions de chasse ? Vous votez quelque chose, ça ne plaît pas, on vous fait revoter sur cette chose-là. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport à l'AVS et à l'âge de la retraite des femmes. PV 2020 a été rejeté. Quelques années plus tard, à droite comme à gauche. Hein, on revient. À droite comme à gauche. À quelques années. Une plateforme pour amener les recours et compagnie. Hein. Je vous ai interrompu ? Pardon ? Je vous ai interrompu ? Non, mais non, alors... ça me semble urgent. Juste pour dire, donc, sur PV 2020, donc sur l'AVS, PV 2020 a été refusé. 3 ans plus tard, on revient là-dessus, fait une campagne, on redistribue les cartes, on refait des alliances, et AVS 21 passe malheureusement. Donc, il y a aussi une crise là qu'il faudrait pouvoir traiter, et je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que le vécu que les gens ont eu dans leur pays d'origine peut aussi interférer dans la manière dont ils peuvent établir un lien de confiance ou pas avec le système politique du pays d'accueil. Ceci mis à part, moi je constate quand même, et ça a été évoqué par M. Gianni, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait quelqu'un qui fait une démarche, une demande de naturalisation, c'est un acte individuel.
parfois pour des questions de commodité, opportuniste. C'est un acte purement individuel. La citoyenneté est quelque chose qui est tourné vers le collectif, vers la cité, vers le bien commun. Et je trouve un petit peu dommage que lorsqu'on parle de cette question du droit de vote des résidents étrangers, on mette autant en exergue la question de la naturalisation en passant à la trappe la valeur de l'engagement citoyen des résidents étrangers qui aujourd'hui sont présents dans notre canton. Et puis, j'aimerais quand même corriger quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas au Grand Conseil de proposer un contre-projet, ce n'est pas son travail. Mais alors je me demande bien de qui ce serait le travail. C'est l'outil du Grand Conseil. Les initiants ne peuvent pas proposer une initiative et son propre contre-projet. C'est le Grand Conseil qui oppose un contre-projet à une initiative parce que les termes ne lui conviennent pas, parce qu'elle pense que ça devrait être différent. C'est ce qu'a évoqué Madame Jacquet tout à l'heure. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ceux qui disent aujourd'hui le droit de vote, ça pourrait passer, mais l'éligibilité, c'est trop. Donc on va attendre que le droit de vote, enfin que l'initiative se plante, se crache, et après, on reviendra avec un projet plus mesuré. C'était le devoir du Grand Conseil, s'il estimait que cette initiative allait trop loin, de proposer une alternative, un contre-projet qui soit crédible et qui apparemment corresponde à ses voeux. Or, il ne l'a pas fait. Je regrette, c'est une occasion politique majeure manquée. Dire on reviendra plus tard. On a aussi entendu, en lisant les débats au Grand Conseil, l'UDC qui disait oui, si l'initiative ne passe pas, nous on reviendra et on remettra en question le droit de vote au niveau communal. Je pense qu'il ne faut juste pas exagérer. Il y avait un travail à faire au niveau parlementaire. Il n'a pas été fait. Et je ne pense pas que certains puissent s'oblitérer en disant c'est pas grave, on reviendra la prochaine fois. C'est autant de temps de manquer et c'est vraiment une opportunité politique et une question de justice sociale qui a été bafouée et je le regrette profondément. Aidez-moi à les contenir, poser des questions avec des points d'interrogation à la fin, s'il vous plaît. Alors j'aimerais juste réagir. 2 mots alors, vraiment, hein, vous promettez cette fois. Je voulais peut-être juste dire une chose. Lors de la constituante, il était question, ça n'a pas été fait d'un droit de vote, d'élargir les droits politiques, ça n'a pas été fait avec la promesse, on le fera après. Il n'y a rien qui est venu. Maintenant, il y a une initiative, l'initiative ne plaît pas, le monde politique ne répond pas. Pourquoi cette manière d'ignorer une demande de manière aussi crasse? La première pétition pour les droits de vote, les étrangers l'ont formulée en 1980. Alors, est-ce ça un monde politique qui écoute un peu ce qui se passe? Je ne comprends pas. Sur l'écoute du monde politique, je crois qu'à Genève et particulièrement en Suisse, je crois qu'on est à l'écoute de la population pour le moins. Hein. Droit de recours, droit d'initiative, démarche participative, droit populaire, contrat de quartier, démarche de quartier et compagnie. Et puis après ça, effectivement, sur les pétitions, sur les demandes. C'est le jeu de la démocratie. Les personnes qui ont la majorité et puis qui refusent, voilà, 50% plus une personne font une majorité. Et puis, on l'a vu, en tout cas pour cette législature, la majorité droite ou centre-droite s'est renforcée aux législatives cantonales, avec effectivement des prérogatives qui ont évolué. Oui, il faut du temps en Suisse, des fois, pour faire passer les projets. Et là, je reviens sur les propos de Mme Allaire. Parce que d'un côté, elle parle de crise démocratique, quelque chose est refusé, on revient, quelque chose est refusé, on revient, quelque chose est refusé, on revient. Mais c'est aussi bien à la droite qu'à gauche qu'on revient si on arrive à avoir le nombre de signatures. Puis d'un autre côté, on ne fait pas notre travail et puis ça va être refusé, on nous demande de revenir, mais on va perdre du temps, mais ça va être refusé, on nous demande de revenir. Mais vous pouvez revenir. La Suisse permet effectivement sur un sujet de convaincre la population et de revenir. Il ne faut pas d'un côté dire c'est incroyable, on peut revenir quand les sujets ne nous plaisent pas, et puis dire après qu'on ne peut pas, faut pas revenir d'un côté, puis il faut revenir de l'autre. Moi, ce discours-là, il n'est pas crédible de ce côté-là. Oui, la Suisse permet, quand quelque chose a été refusé,
de revenir assez rapidement du moment qu'on a les signatures. Et c'est une grande force de la démocratie de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir aller convaincre les gens, de revenir chaque fois et d'avoir le temps qu'il faut et d'arriver peut-être au bon moment avec des changements pour enfin faire passer les choses. Effectivement, pour l'AVS, c'était très long, mais il y a eu quoi, 6-7 votations? Comme pour les avions, tiens, 6-7 votations, un coup à gauche, un coup à droite. Enfin, c'est le système suisse que je trouve particulièrement intéressant. Puis ça finit, au bout d'un moment, par passer quand le clou est bien planté, où les choses sont assénées. Concernant le Grand Conseil, de dire qu'il ne fait pas son travail, Grand Conseil, dans ce cas-là, il choisit son travail. En l'occurrence, il a choisi à une majorité, je le rappelle, de ne pas proposer de contre-projet. Vous pouvez interpréter effectivement de la façon de dire, bon, allons-y comme ça, la population va probablement refuser, et puis voilà, on n'en parle plus. Ça, c'est les partis que je n'ai jamais cités, mais que j'ai dit qui étaient très à droite. Et puis, de pouvoir, ils ont eu la majorité. Et puis, le Grand Conseil n'est pas tenu de préparer un contre-projet, comme le Conseil d'État n'est pas tenu de proposer un contre-projet. Effectivement, là, je le dis très clairement, il y a des jeux politiques on mise une pièce sur la réussite ou la non-réussite d'initiative ou d'un recours pour se dire effectivement, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer. Certains jouent à la loterie comme ceci, en disant si les initiants ils reviendront dans 2 ou 3 ans avec un projet modifié, un projet plus adapté qui permette d'avoir une majorité. Et je ne sais pas l'issue de la votation, on verra bien. C'est vrai que pour ma part, je vous ai dit ma position par rapport au droit de vote et au droit d'éligibilité, que je décorrèle effectivement sur les termes d'intégration. Et je souhaite effectivement que l'intégration soit assurée, bien faite, pour s'assurer d'un système politique pérenne et calme, ce qui fait la beauté de la Suisse. Et je reviens là ici sur les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ont été dans la rue, pas pour demander des droits supplémentaires, ils sont venus pour faire baisser le prix de l'essence, au début. Oui, absolument. C'est le départ des Gilets jaunes, c'est une manifestation contre l'augmentation de l'essence. Et puis comme ça se tassait, effectivement, ils ont relancé avec une demande de droit populaire. Mais voyez où en est la France par rapport à la Suisse. C'est simplement pouvoir demander de dire sa voix, même si on est né en France, français, c'est simplement pouvoir donner son avis. En principe, en Suisse et à Genève, il ne devrait pas y avoir de manifestations aussi fortes. Et le système suisse est en partage du pouvoir, avec un tournus sur les mairies ou les présidences de municipaux, et la même chose au Grand Conseil et au Conseil d'État, qui permet à chacun, normalement, d'avoir un consensus politique qui devrait éviter un certain nombre de blocages. On voit que c'est de moins en moins de cas, je suis tout à fait d'accord. Mais on doit, sur le système suisse, sur la démocratie, s'éviter des psychodrames type gilet jaune, parce que tout le monde a une parcelle du pouvoir. Oui, donc là, je me suis perdue un peu. Je vais essayer quand même de me rappeler ce que je voulais dire. Bon, la première chose, j'aimerais effectivement mieux comprendre pourquoi les initiants ont vraiment souhaité de mettre ce droit d'éligibilité. Vous avez donné une partie de la réponse, mais j'aimerais mieux comprendre quelles ont été les motivations profondes de ce choix, parce qu'effectivement, l'initiative, je pense, aurait été plus facilement acceptée si, d'après ce que j'entends, le droit d'éligibilité n'y avait pas été introduit. Donc pour moi, il serait important d'avoir votre point de vue. Et la deuxième chose, là je vais être complètement irrationnelle, mais j'ai l'impression d'entendre dans vos mots une peur de la déstabilisation politique. C'est-à-dire que tant que les étrangers ont le droit, ou les citoyens, j'aime beaucoup cette définition, ont le droit de dire oui ou non à ce qu'il leur est proposé, ça vous paraît acceptable. Dès le moment où ils commencent à accéder à un autre niveau de pouvoir, ça vous paraît, j'ouvre des guillemets parce que ce n'est pas le mot que vous avez employé, mais dangereux. Et en fait, c'est un sentiment comme ça que j'ai eu.
Et je pense que c'est typique de chaque société de vouloir protéger ses acquis, aussi au niveau du pouvoir, entre guillemets, ce n'est pas le mot exact, mais des droits, et que chaque élargissement peut créer des difficultés parce que crée une insécurité sur ce que deviendront les choses par la suite. Et je pense que dans ce que j'entends, il y a beaucoup de cette crainte que le système tel qu'il est pratiqué maintenant par les gens qui le pratiquent ne tienne pas la route devant la présence des 40% d'étrangers dans nos gouvernements et dans nos urnes. Voilà, donc merci. Oui, sur la question de pourquoi ne pas avoir nous-mêmes, nous être nous-mêmes amputés d'une partie des droits populaires, très clairement, parce que pour nous, ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées. Comme vous l'avez ensuite énoncé, pourquoi on ne se méfierait pas du droit de vote des étrangers, mais tout d'un coup, s'ils étaient élus, il faudrait s'en méfier, comme si c'était la 5e colonne qui était tout d'un coup élue et qui figurait parmi les autorités. C'est pas ça. Je vais prendre juste un exemple parce qu'il m'a fait beaucoup rire à l'époque. Il m'a aussi beaucoup mis en colère. Rappelez-vous, au moment où M. Cassis se présentait pour l'élection au Conseil national, qu'est-ce qu'on a entendu ? Le grand problème, c'est qu'il était double national. C'était un problème. Mais excusez-moi, par contre, on n'a pas entendu dire que c'était un des dirigeants de Cura Futura, l'autre grand consortium de caisse maladie, et que ça posait quand même un ou deux petits problèmes de conflit d'intérêts avec sa fonction de conseiller fédéral. Donc, quelque part, derrière cette crainte de cette espèce de sous-marin que pourraient être des élus étrangers dans les instances, dans les autorités, c'est comme si, finalement, quelque part, on était en train d'occulter un autre problème qui, lui, est politique. Mais pour nous, très clairement, pour répondre à votre question, les deux choses étaient intrinsèquement liées. Et nous ne voulions pas les séparer précisément pour ce que je viens d'avancer. Mais peut-être alors qu'on a fait une erreur, c'est celle de penser, alors je regrette, j'insiste, que si c'était trop, eh bien que le Grand Conseil, dans sa grande sagesse, et si un certain nombre d'entre eux étaient convaincus que le droit de vote était bien suffisant, qu'il était justifié, pertinent, mais que l'éligibilité était pour eux de trop, parce qu'ils ne partageaient pas notre point de vue, eh bien qu'ils auraient, je dirais, la sagesse de proposer un contre-projet. Ça a été une erreur de notre part, sans doute, puisque certains s'en targuent maintenant pour dire il faut que le bateau sombre, et puis peut-être qu'après on lancera une barque pour voir si on peut relancer la question du droit de vote. Pour nous, il y a ces deux éléments, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de mauvaise foi dans cette stratégie, parce que s'il y avait véritablement un attachement au droit de vote, eh bien, il suffisait de présenter un contre-projet et de porter cette proposition. Je suis ravi d'entendre Mme Allaire, qui a une habitude de politique, de parler de la sagesse de la politique. C'est très bien. Mais oui, alors c'est très bien parler de sagesse de la politique. On sait quand même qu'en politique, il y a des combats, et ces combats étaient remportés, et puis c'est une démocratie, et puis effectivement, je le répète, c'est pas le but d'initiative n'est pas forcément donner du travail du Grand Conseil, qui majoritairement choisit s'il veut proposer quelque chose ou d'autre. Je ne peux pas, effectivement, dans votre interprétation, aller à l'encontre du fait qu'il y a peut-être une volonté de la majorité de se dire allons en votation comme ça, et puis comme on pense que la population, il y a trop, ça risque de sombrer, comme vous l'avez dit, et puis rebolote, système suisse, on peut revenir et revenir et revenir. Maintenant, je reviens sur votre deuxième question, qui est le risque de déstabilisation. Moi, je ne crois pas à une déstabilisation du système suisse, qui est quand même bien équilibré et qui permet effectivement une très très grande stabilité, ce qui permet d'ailleurs à notre économie de tirer ses marrons du feu, parce que les gens viennent ici trouver une stabilité politique assez forte, et ce qui permet à chacun de vivre très bien, correctement sur notre canton. Cette déstabilisation, j'y crois pas.
Moi, ce que je souhaite, c'est pousser les personnes qui s'interrogent sur la politique à faire la démarche totale et complète. Donc oui, le droit de vote, parce qu'on est sur une proximité et qu'on a des choses à dire, on est là depuis un certain temps et puis on peut participer effectivement à la variation de notre société. Par contre, au niveau de l'éligibilité, ce que j'aimerais, c'est que ça pousse les gens qui sont intéressés par la politique à aller jusqu'au bout de cette intégration et de se dire, OK, je veux aller plus loin, j'ai un passage à faire, je m'intègre complètement et la preuve, ça reste la naturalisation. Il n'y a pas d'autre étape avant. Il n'y a pas un certificat des associations. Il n'y a pas un certificat parce qu'on a fait quelque chose de particulier. Il n'y a pas. C'est quasiment que la naturalisation qui permet. Peut-être qu'il faudrait des étapes pour dire, voilà, cette personne-là est depuis 20 ans. Je peux prendre des exemples, mais je ne veux pas les citer parce qu'ils sont connus de personnes qui sont restées là 15 ou 20 ans, qui n'ont jamais appris la langue. Et pourtant, c'est des gens très médiatisés, qui n'ont jamais appris la langue, qui n'en avaient pas grand-chose à faire, si ce n'est de vivre ou d'être là. Et d'être dans un système, parce qu'ils y ont trouvé du travail, ils y ont trouvé de l'intérêt, mais qui n'ont jamais cherché à aller plus loin. Or, ces personnes-là cette personne-là à laquelle je pense est restée 12-15 ans sur Genève sans apprendre la langue. Il n'en avait pas besoin par rapport à son travail. Toute la population effectivement internationale serait dans ce cas-là, du moment que leur habitation ou l'endroit de leur ambassade ou autre est considéré comme suisse, serait aussi potentiellement éligible, alors qu'ils représentent des pays tiers. Et ça, ce n'est pas marqué dans la loi. Les personnes à l'international qui représentent d'autres pays, qui seraient à Genève depuis plus de 8 ans, pourraient être éligibles, donc représenter effectivement peut-être deux intérêts différents. Cette déstabilisation, j'y crois pas. Moi, c'est de permettre le droit de vote, de donner la notion de citoyenneté, moi je trouve extrêmement important. Sur le plan EWAT, on fait des programmes pour les 7e primaires, 8e primaires, visite de Berne, visite de la mairie, pour toucher à la citoyenneté, les intéresser au bien commun, à la politique, et puis leur dire, voilà, c'est les décisions et la façon dont ça se passe, c'est ici. Intéressez-vous à vos institutions. Mais j'ai le souci aussi d'une intégration qui aille jusqu'au bout. Et si vous voulez passer un step, c'est effectivement par la naturalisation que ça passe pour aller jusqu'au bout, jusqu'au point. Donc pour moi, c'est une incitation à l'intériorisation, à la démonstration d'intégration totale et complète. Et c'est pour ça que je souhaite qu'en termes de coût, en termes de rapidité, quand on fait la demande, ce soit beaucoup plus efficace pour permettre effectivement aux personnes intéressées d'aller et d'être éligibles. Et on voit des succès extraordinaires. Moi, je vais prendre le président actuel du Grand Conseil. Vous regardez sa trajectoire, d'où il vient et là où il est maintenant. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est M. Velasco, pour ceux qui... il a fait tout un processus et il est premier citoyen de Genève. Et c'est ça que je souhaite et c'est ça que j'essaie d'encourager et de pousser. Matteo Gianni, est-ce que vous voulez réagir à un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués ? Il y a beaucoup, mais peut-être sur la question de l'éligibilité. Je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des discussions par rapport à ça, mais je comprends aussi parfaitement ce que Dario disait avant, à savoir... C'est quelque part une question de cohérence entre le système de droit. Imaginons que dans ma famille, il y ait 7 personnes. Okay? Et puis, on a la procédure, admettons que tous les ans, avec une petite discussion, on décide où on part en vacances tous ensemble. Mais la procédure fait que c'est toujours la même personne qui donne les deux options. Hein? C'est toujours la même personne qui dit « Cette année, vous avez le choix entre A et B ». Moi, je peux effectivement, si je ne suis pas cette personne, voter pour A et B. Mais est-ce que moi, j'ai le pouvoir de proposer C ou D? L'éligibilité permet ceci. L'éligibilité permet de sortir du paternalisme d'une situation où on a des résidents étrangers qui votent pour les bonnes Suisses, pour le dire comme ça. Et sans que ça soit très clair
le pourquoi être le bon Suisse au-delà de questions historiques que j'ai mentionnées avant, le modèle de l'État-nation, l'idée de la nationalité, qui ont une tradition historique que je ne nie pas du tout. Mais disons, au-delà de cet aspect, je pense que si on faisait passer un test d'intégration tel qu'on la demande aux étrangers, aux citoyens suisses, on découvrirait qu'il y aurait quelques petits problèmes d'intégration. Donc, cette idée de mentionner effectivement que l'intégration incombe uniquement à une partie de la population qui devrait bénéficier d'un droit basé sur la résidence, parce qu'à la fin, cette initiative stipule un droit basé sur la résidence, eh bien, me paraît être un tout petit peu problématique si on considère, alors c'est clair que si on ne part pas de cette prémisse, si on part de l'idée que la démocratie est la décision du plus fort au sens de celui qui a le parti qui a le plus grand pouvoir sur les autres, alors c'est très clair, ce que je suis en train de raconter ne vaut rien. Mais si on part de l'idée que quand on parle de démocratie ou de légitimation démocratique, on est quand même en train aussi de mobiliser un certain nombre de principes, parmi lesquels le respect des droits de la personne, le respect à ce que la personne puisse se prononcer concernant les lois auxquelles il va soumettre son allégeance. C'est pas moi qui l'invente, c'est Rousseau, non? La volonté générale, nous sommes libres parce que nous pouvons contribuer à la décision de la loi auquel on va soumettre notre obéissance. Il était à Genève par ailleurs. Et donc, si on prend ce critère-là, c'est clair que la question de l'éligibilité n'est qu'un corollaire logique d'un respect de droit qui soit non paternaliste et non un droit alibi du style « on vous écoute, mais à la fin, on fait ce qu'on veut, parce que le représentant, c'est nous ». Et ça, c'est, je pense, quelque chose que dans les représentations sur le pourquoi les personnes ne s'engagent pas politiquement peut jouer un rôle. Là, il y a peu d'enquêtes. C'est une pure spéculation que je fais. Je ne peux pas dire qu'il y ait des études très claires. Mais je pense que du moment où il y aura une reconnaissance de la possibilité, et là, je suis d'accord avec vous, M. Mignon, peut-être ils ne l'utiliseront pas, Je ne suis pas en train de dire que demain, si l'initiative passe, on aura un taux qui monte. Peut-être les gens ne l'utiliseront pas, ce droit. Et ça, ce sera un problème de citoyenneté. Parce que quelque part, la citoyenneté n'est pas qu'une question de droit. La citoyenneté est une question de pratique. On peut avoir tous les droits qu'on veut. Si on ne les active pas, si on ne les pratique pas, ce sont des droits purement formels. N'est-ce pas? Est-ce qu'on supprimerait les subsides complémentaires AVS pour les personnes vulnérables pour la simple et bonne raison que la moitié des gens ne les demandent pas parce qu'ils ont honte à les demander? Non. À la limite, on pourrait peut-être les automatiser, mais disons, il y a parfois des droits qui restent entiers en termes de leur justification, même s'ils ne sont pas nécessairement employés. Et je pense que là, ce serait, au-delà du cas de Genève, etc., mais pour les spécialistes de la démocratie que je suis, ce serait un beau cas d'école, quelque part, d'une décision qui met de l'ordre, chose qui ne signifie pas qu'elle va régler tous les problèmes et chose qui ne signifie pas qu'elle ne va pas enclencher des problèmes différents qu'on n'aurait pas nécessairement attendus. Et là, donc, la beauté du modèle démocratique suisse permettra d'avoir une régulation de ces problèmes par le biais de référendums, d'initiatives, de tout un tas d'outils de concertation que le système a. Donc, je rejoins un peu cette idée que j'entends de cette peur, de la crainte. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si soudainement 40% de la population, des résidents genevois commencent à agir politiquement? Quelles sont les questions de loyauté? Les questions de loyauté aussi, elles sont intéressantes. Si demain on a 250 000 votants, le poids spécifique de chaque votant pour un enjeu est 1/250 millième. Si aujourd'hui on a un ressortissant allemand, français, italien qui est un haut fonctionnaire de l'administration genevoise, il a 10 000 fois plus de pouvoir que le vote de ce citoyen pour influencer les politiques publiques. Pourtant, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dirait
qu'il faut être bien intégré et bien national pour occuper ces fonctions-là. Et donc, derrière ces questions de loyauté, Cassis, c'est vraiment le cas d'école, il y a beaucoup de narrations historiques cristallisées qu'on considère comme étant des vérités. Et ce n'est pas vous que je le dis, c'est plutôt un ensemble d'arguments que j'entends. Mais qu'au fond, quand on soumet un examen empirique, critique, un minimum poussé, on se rend compte que c'est du vent. C'est vraiment du vent à condition qu'on accepte les prémices de départ qui sont celles de la légitimité démocratique. Si on change les prémices, alors bien entendu, ce que je dis tombe comme le micro misérablement. Monsieur Xavier Magnien, j'ai vu que vous vouliez répondre, je vais vous laisser répondre. J'aimerais juste savoir si dans la salle, il y a encore des questions, parce que je pense que le temps passant, ce serait bien de gentiment arriver à une conclusion. Ils et elles ne sont pas obligés de poser des questions, ils sont déjà venus et on est très content qu'ils soient là. Non, alors, donc je comprends qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Vous avez encore une question ? Il y a encore une question ? Non, est-ce que vous... Voilà. Alors, je suis espagnole de naissance, italienne par mariage. J'habite à Genève depuis plus de 60 ans. Je suis arrivée enfant, à un moment où l'immigration était durement reçue à Genève, mais ce n'est pas grave. J'ai fait ma vie à Genève, je me suis mariée, fait ma vie, travaillé, payé lourdement des impôts, y compris la défense nationale, pour payer vos avions. Et, enfin, voilà. Et j'assiste pour la énième fois à une proposition que les étrangers puissent voter. Et donc j'ai quelques doutes sur le résultat, puisqu'il s'alignera certainement sur les autres. En fait, je suis absolument convaincue que le fait que des personnes qui sont nées ici, qui sont étrangères par leur nationalité, n'ont pas le droit de vote, ça, c'est un manque d'opportunités pour qu'ils s'intègrent davantage et pour qu'ils s'intéressent davantage justement à ce qu'ils vont voter et donc à la vie politique en Suisse. Combien de fois j'étais frustrée, alors que j'étais mère de famille, de ne pas pouvoir voter pour les crèches, pour tout ce qui est social, alors que je me suis absolument intégrée. Ma fille a fait toute sa scolarité ici à Genève, et j'ai toujours été frustrée de ne pas pouvoir pour les choses sociales de la ville de Genève. J'ai habité toute ma vie Genève. Pour moi, Genève, c'est ma ville, et je suis espagnole. Je suis née à Barcelone, et Barcelone est hyper importante pour moi parce que ça fait partie de mes racines. Mais j'estime que quand je suis arrivée ici, je vous ai apporté ce que j'avais en moi, c'est-à-dire ma richesse personnelle, ma culture. Le fait que aujourd'hui, vous aimez la pizza, le poisson et tout et tout. Et bien, quand on est arrivé, il n'y en avait pas. Et nous, comme les Portugais, comme toutes les autres nationalités, au fur et à mesure que nous sommes venus ici, nous vous avons apporté une partie de notre culture qui fait la richesse de la Suisse aujourd'hui. Et tout ça n'est pas reconnu. Donc, il y a ce côté-là qui est une petite blessure dans mon orgueil de vivre à Genève. Et j'ai demandé à 2 reprises la nationalité suisse à 22 ans, parce que je faisais partie d'un groupe d'amis et que j'étais la seule étrangère et que j'avais cette petite honte, entre parenthèses, de ne pas être comme eux. J'ai subi pendant 2 ans une enquête assez lourde qui a fait pleurer ma mère, qui était arrivée dans les années 60, les premières. Pourquoi ? Pour travailler dans des emplois très bas que personne ne voulait faire. Moi, j'ai été même empêchée de faire des études parce que les étrangers, on n'avait pas droit à l'université. Pour pouvoir obtenir de pouvoir faire les études d'employé de commerce, j'ai dû me battre et passer des examens pour prouver ma capacité à faire des études. C'est pas grave, je les ai faits. Et quand j'ai vu que ma mère pleurait parce que j'avais demandé la nationalité suisse, c'était dans les années 72, j'ai été demandée à la retirer.
La deuxième fois, ça a été quand j'étais mariée que j'ai eu ma petite fille, 3e génération. Hein. Donc, elle n'était pas suisse. Et j'ai fait ma demande. À l'époque, je travaillais, mon mari aussi, on gagnait assez bien notre vie. Le prix qu'on nous a demandé, et toutes les démarches qu'on nous a demandé de faire, ça m'a heurté. Parce qu'à côté de ça, on payait des impôts cantonaux, fédéraux, absolument dingues par rapport à notre salaire. C'était très bien, j'étais très contente de payer des impôts puisqu'ils contribuaient à ce qu'il y ait des écoles, des routes, des transports publics, les hôpitaux qui marchent, l'institution publique qui marche. Donc, je ne nie pas, et j'étais très fière de payer ces impôts, mais qu'en plus, on me demande de payer tout ça. Alors, j'étais là retirée en disant, la prochaine fois, c'est vous qui allez me la donner, la nationalité, parce que je le mérite, parce que j'ai contribué à participer à ma petite personne à que l'économie de ce pays marche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et autre chose, ma fille, 3e génération, toujours italienne-espagnole, elle s'est mariée en Suisse. On lui a exigé d'attendre 5 ans pour avoir le droit de demander la nationalité suisse, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, au cas où il y aurait un mariage blanc. Entre-temps, elle a eu 2 enfants qui, eux, automatiquement sont suisses. Donc, vous avez le papa suisse, la première enfant suisse, la deuxième, mais la maman, elle est étrangère. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà. Je vais vous répondre. Tout d'abord, je vous remercie pour votre témoignage, et puis je vous remercie d'avoir amené paella et pizza. Voilà, ça, c'est une évidence. Vous avez dit que vous avez fait la demande de naturalisation à 22 ans, vous l'avez faite après. Et ben voilà, quand on dit que ça s'est durci, ben non, ça s'est pas durci, c'est moins cher, ça reste compliqué, hein, on est d'accord, c'est moins cher. Et actuellement, je n'ai aucun exemple de personnes que j'ai naturalisées qui ont fait pleurer les parents, qui ont fait pleurer les jeunes sur les questions où ça a duré 2 ans, ça dure plus 2 ans. Donc oui, mais c'est vrai, c'est pour les permis C, c'est les permis C qui peuvent faire la demande. Ça, c'est facilité et c'est beaucoup moins perturbant et exigeant. Ça, j'en ai la démonstration, c'est une dizaine, pour ma part, on se partage ça avec mes collègues, c'est donc 30 à 40 personnes qu'on naturalise chaque année, comme pour la commune de Plan-les-Ouates. Donc je suis très heureux que ce soit simplifié et que ce ne soit plus autant traumatisant actuellement. Maintenant, sur les études, ça ne va pas vous rassurer. Il y a toujours des tests de régulation. Il y a toujours des tests de régulation dans certains domaines. Étrangers ou suisses, il y a toujours des tests de régulation. Je vous ai dit que mes enfants avaient 18 et 22 ans. Okay, ils font des études. À la fin de leurs études, diplômés de secondaire 2, ils doivent faire des tests de régulation pour rentrer comme physio, pour rentrer comme dans d'autres domaines. Il y a toujours des tests de régulation. En tant qu'étrangère, je n'avais aucun droit de faire un travail de bureau, par exemple. Ouais. J'étais assignée à être vendeuse, coiffeuse, tout ce que vous voulez, mais dans les métiers comme ça. Pour accéder à l'école de commerce, j'ai dû passer des examens et me battre. Et à ce moment-là, je n'avais droit qu'à faire employé de commerce. Mais vous avez vu l'évolution sur la démocratisation de l'accessibilité aux études. C'est moi-même. Ouais. Une fois que j'ai obtenu le certificat de capacité de l'apprenti de commerce, c'est moi-même qui ai travaillé pour me payer des cours pour devenir ce que je suis devenue, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant 27 ans à la télévision suisse romande comme assistante de gestion. Oui, mais je peux vous dire que c'est exactement la même chose pour un certain nombre de Suisses qui ont toujours travaillé, mais pour tout le monde, travaillé à côté des études, faire des tests de régulation pour atteindre à certains métiers où on ne rentre plus comme ça parce qu'on est diplômé. Ça n'a pas changé. Par contre, la démocratisation des études est totale et complète. Elle ne dépend pas de la nationalité. Si on fait ses études et qu'on a les capacités, on rentre en apprentissage, en études. Ça, c'est évolué. Mais je peux vous dire... Alors, vous ne savez pas ce que je fais. Moi, je suis dans l'intégration professionnelle. Je suis dans une école qui accueille des migrants et qui les remet dans le circuit professionnel. Voilà mon métier depuis 26 ans. Donc, je suis bien au courant, effectivement, de ce qui se passe sur la migration, sur l'intégration professionnelle, sur les tests d'entrée et ce qui se passe. Alors là, vous ne pouvez pas me coller là-dessus. Et je suis très content que ça ait évolué et qu'on ne vive plus les situations que vous avez vécues, qui sont, et vous l'avez raison, intolérables. Maintenant, votre fille, effectivement, il y a eu en Suisse des mariages blancs dans les années 80, à Fribourg notamment, qui ont été dénoncés. Et la régulation de la Suisse, c'est de dire,
complexifie un peu les choses pour éviter ces mariages blancs. On est toujours dans ce régime-là, qui mériterait, oui, je suis tout à fait d'accord, les choses ont changé, de simplifier au moment où il y a du mariage, d'avoir pas cette attente de 5 ans, que ma femme a subi d'ailleurs. Elle a dû attendre 5 ans. Elle est française, elle était française, elle a les 2 nationalités, qui a dû attendre 5 ans de mariage pour pouvoir acquérir la nationalité, alors que mes enfants étaient binationaux d'office. Je suis tout à fait d'accord que cela, on doit pouvoir démontrer différemment pour accéder à la nationalité suisse, notamment par mariage. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été régulées. Maintenant, je reviens sur votre postulat, monsieur, parce que vous avez dit, dans ma famille, si je fais 2 propositions, eh ben, on va voter. Mais justement, c'est votre famille. La Suisse est la famille. Et c'est-à-dire, par rapport à la naturalisation, la Suisse est la famille. Comme vous avez dit, il y a des propositions dans ma famille et puis chacun vote. Oui, votre famille suisse, est-ce que vous prenez des personnes qui sont à l'extérieur de la famille pour voter? Vous allez me répondre. Et là, c'est de dire, ben, je vote ou je fais des propositions en fonction, est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est en dehors de la famille? Vous avez cité Rousseau, ça tombe bien parce que Rousseau, il est parti. Et puis son père lui a quand même dit, aime ton pays, Jean-Jacques. Aime ton pays, Jean-Jacques. Il y avait effectivement, bah, lui, il était en colère et puis il est parti, il est revenu, il est citoyen du monde. Mais il y avait quand même cette notion d'aimer son pays qu'il combattait. Alors, ce postulat-là, effectivement, ça serait tellement plus simple s'il n'y avait plus de nation. Ça serait vraiment plus simple d'éviter le nationalisme, d'éviter ce patriotisme défréné, d'éviter ce nombre de guerres, etc. On n'est pas dans ce monde-là, c'est même un peu durci dans certains endroits du monde. Donc, par rapport au droit et l'utilisation, effectivement, on vous a fait une remarque par rapport aux droits, aux prestations complémentaires, notamment sur les aînés. Oui, avoir des droits à les utiliser, c'est quelque chose qui n'est pas la même chose d'avoir des droits à les utiliser. Mais je répète que pour ma part, c'est d'aller jusqu'au bout d'un processus où les personnes, effectivement, quand on fait la cérémonie pour les personnes qui sont naturalisées et qui acquièrent le droit citoyen, oui, c'est un succès. Oui, eux, ils nous disent vraiment, effectivement, pas merci, mais combien ils sont fiers et heureux d'acquérir, c'est vraiment acquérir, parce que c'est un coût, de cette nationalité et de pouvoir le faire. Et c'est là où chacun, peu importe son niveau social, doit pouvoir acquérir et obtenir la nationalité suisse. Et ça ne doit pas être une question de coût, ça doit être une question effectivement d'intégration. Et cette intégration, c'est soit associatif, soit par le travail, soit par l'école. D'ailleurs, pour les enfants, la naturalisation est facilitée du moment qu'ils ont des années avant 18 ans ou des années d'école. Je propose qu'on s'arrête gentiment parce que ça fait 2 heures qu'on est là et que je crois qu'on est en train de disserter sur Rousseau et qu'on a quand même entendu passablement d'arguments se répéter. Je crois est-ce qu'il y a quelqu'un... Enfin, le problème, c'est que les remarques de 30 secondes se transforment en 5 minutes de parole et j'ai peur que vraiment on perde une partie de la salle. Vous voulez faire une remarque factuelle, courte sur quelque chose? Alors vous avez le mot de la fin, vous avez cette lourde responsabilité. Je pense que vous n'avez pas lu le communiqué de presse de la Commission fédérale des migrations qui est sorti ce matin. Je vous lis les premières lignes à propos du fait que c'est plus facile de se naturaliser. Depuis l'introduction de la nouvelle loi sur la nationalité de 2018, la naturalisation ordinaire est devenue plus sélective. La part de personnes hautement qualifiées et aisées a augmenté de manière significative et le nombre de personnes peu qualifiées et aux revenus faibles a nettement diminué. C'est le résultat d'une étude qui a été publiée aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à se naturaliser alors qu'ils le voudraient, à cause des exigences qui sont devenues très élevées et c'est devenu très sélectif socialement. Les personnes que vous connaissez et qui ont abouti sont celles qui ont les cartes en règle pour le faire. D'autres n'y parviennent pas. Je crois qu'il faut tenir compte de ce fait et peut-être lire l'étude. Merci. Alors, vous citez que c'est plus sélectif, et il faut le voir effectivement, parce que j'ai parlé de ce qu'est sélectif. Si c'est une sélection par l'argent, elle n'est pas juste. Je vous le dis clairement. Je crois qu'on a déjà entendu l'argument. Du coup, je propose qu'on s'arrête ici. Il y a encore une petite partie apéro pour celles et ceux qui le veulent. Donc, vous êtes cordialement invités à boire encore un petit verre et grignoter quelque chose. Mais comme le temps a filé, je pense qu'il y en a aussi parmi vous qui auront peut-être envie de filer plus vite. J'espère en tout cas que c'était intéressant pour vous et que
cette soirée vous aura d'une manière ou d'une autre éclairé ou intéressé. Et voilà, si vous avez envie de transmettre le lien, je rappelle que l'espace Dickens mettra en ligne la discussion, donc vous pouvez aussi la faire suivre à qui voudrait suivre ces interactions. Voilà.